Bonjour, donc cette semaine, le thème qu'on aborde fait une suite à ce qu'on a vu la semaine passée qui était de comprendre les maladies cardiovasculaires. Maintenant, on va aborder les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ce sont les différentes conditions qui prédisposent à la maladie cardiaque. Cette semaine, l'objectif, c'est que vous soyez en mesure d'identifier les facteurs de risque de la maladie cardiaque, comprenant ceux qui sont plus spécifiques aux femmes et aussi d'identifier les comportements de santé qui amènent une meilleure gestion de ces facteurs de risque-là. On vous encourage dès maintenant à bien identifier votre propre profil des facteurs de risque, d'en parler à votre équipe de soins et de discuter de vos cibles spécifiques pour préserver, pour maintenir une bonne protection cardiovasculaire. Ce thème-là est important parce que c'est le noyau central de votre réadaptation cardiovasculaire. C'est la manière, c'est le pilier de la prise en charge de votre maladie cardiaque. Si on revient la semaine passée à ce qu'on a vu, c'est le processus d'obstruction des artères qui se produit. Si on regarde dans l'image, sur l'image à gauche, on voit l'intérieur d'un vaisseau, donc d'une artère, et on voit que graduellement, il s'installe des obstructions, donc une plaque d'athérosclérose qui vient diminuer le calibre, donc diminuer l'espace qu'il y a à l'intérieur de l'artère graduellement pour éventuellement venir se rupturer et venir boucher complètement avec un caillot qui vient tenter de réparer la plaque. On a vu surtout ce processus-là associé à la plomberie du cœur, donc les artères du cœur. Par contre, des artères, on en a de la tête aux pieds. Donc, ça fait partie de notre système, ça fait partie du corps humain. On en a besoin de partout pour acheminer de l'oxygène dans tous nos organes vitaux, dans tous nos muscles, tous nos tissus du corps. Alors, cette maladie-là peut s'installer, oui, au niveau du cœur. Donc, on a vu la maladie coronarienne, dont l'infarctus et l'angine font partie. Mais quand on parle d'AVC, on parle de la même maladie, mais qui se produit au niveau du cerveau. Et quand on parle plus bas au niveau des jambes, on parle d'une maladie vasculaire périphérique, qu'on peut appeler aussi, qu'on entend occasionnellement sous forme de claudication intermittente. Ça, c'est quand les vaisseaux sont obstrués et au lieu de sentir de l'angine, donc le manque d'oxygène au cœur, on sent comme de l'angine, un manque d'oxygène au niveau des muscles des jambes, ce qui amène une douleur importante, surtout à la marche, à un certain niveau de marche, quand les muscles n'ont plus l'oxygène nécessaire parce que le vaisseau est obstrué. Il peut avoir une douleur qui limite la marche. Donc, c'est toute la même maladie. Donc, la prise en charge de cette maladie-là est relativement la même. Donc, les facteurs de risque qu'on aborde, c'est dans le but de limiter l'accumulation des obstructions à l'intérieur du vaisseau. Donc, les différents facteurs de risque, il y a deux grandes catégories de ces conditions-là qui prédisposent au développement de la maladie. Donc, la première catégorie, ce sont des facteurs qui sont non modifiables. Okay, donc, on parle de l'âge, le sexe, certaines maladies congénitales, l'histoire familiale et notre génétique. Ce sont des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui font partie de nous. Donc, l'autre catégorie, ce sont les facteurs de risque qu'on appelle modifiables. Donc, ce sont des conditions qu'on peut contrôler, qu'on peut changer. Sachez que si vous présentez des facteurs de risque qui sont non modifiables, vous avez un impact significatif sur votre maladie cardiovasculaire en contrôlant les facteurs de risque qui sont modifiables. Vous pouvez avoir un impact sur 90% du développement de votre maladie cardiaque avec un meilleur contrôle de vos facteurs de risque modifiables. Donc, ces facteurs-là,
On va tout de même, la plupart, les détailler dans les prochaines semaines et surtout identifier puis vous outiller sur les actions à prendre, les façons dont vous pouvez contrôler ces facteurs-là. Donc, l'inactivité physique, c'est avec les dernières années de plus en plus problématique dans la société et ça a un impact direct sur la maladie cardiaque, mais aussi sur d'autres maladies chroniques. Quand on parle d'inactivité physique, c'est pas seulement le fait de ne pas pratiquer de l'exercice, mais c'est aussi le temps passé assis. Ce sont deux éléments qui sont indépendants en fait sur le risque cardiovasculaire. Par exemple, quelqu'un qui marche 30 minutes par jour, mais que le reste du temps passe ses passe-temps ou ses tâches de travail ou autres de façon assise prolongée, ben, va tout de même avoir un risque cardiovasculaire associé à l'inactivité physique. Inversement, quelqu'un qui se déplace souvent dans le cadre de son travail, par exemple, ou qui reste pas assis longtemps, qui est tout le temps, par exemple, en train de faire des commissions, de sortir ou de faire des choses, c'est super parce que le temps assis est limité, mais s'il y a absence de pratique d'exercice, donc d'activité physique de façon régulière, ben, il y a aussi le facteur de risque de l'inactivité physique dans le profil cardiovasculaire. L'autre facteur qui est important aussi, c'est le taux de cholestérol élevé, la glycémie élevée, dont le diabète en fait partie, l'hypertension artérielle, un tour de taille élevé, le stress, la dépression ou bien un sommeil là, qui est de moins bonne qualité et la consommation d'alcool et de tabac. Donc, la dyslipidémie, ça, c'est en fait ce qu'on a vu, c'est le taux de cholestérol élevé. En fait, c'est un débalancement d'un ou plusieurs types de gras qu'on a dans le sang. Ça entraîne un durcissement et une accumulation des plaques dans les vaisseaux sanguins. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est ça qui peut contribuer à ce qu'il y ait moins d'espace dans le vaisseau, qui est coupé l'apport de sang, donc d'oxygène aux différents organes, qui augmente le risque de crise cardiaque, qui est un infarctus, et d'AVC. On a trois principaux types de gras dans notre sang, donc trois principaux lipides. Donc là, on a premièrement le LDL, qui est le mauvais cholestérol. C'est celui-là qu'on va vouloir initialement réduire, donc votre taux de LDL dans votre sang, pour diminuer le risque de récidive d'événements cardiovasculaires. C'est celui-là qui va être associé principalement au développement des plaques dans les vaisseaux. Donc le LDL, le mauvais cholestérol, mais on a aussi le HDL, qui est le bon cholestérol. Celui-là, il vient faire le ménage en fait, il vient éliminer le mauvais. Donc on en veut en plus grande quantité. Et les triglycérides, qui est une autre forme de lipide, principalement construit à partir de sucre. Donc ces trois paramètres-là, ce sont ce qu'on va regarder dans votre sang par rapport à votre cholestérol, à du contrôle de votre dyslipidémie. Le LDL va se contrôler avec la médication. Généralement, c'est possible qu'on vous ait prescrit une statine. C'est une pilule pour le mauvais cholestérol, pour diminuer cette concentration-là que vous avez dans le sang. Et les LDL peuvent aussi se maîtriser par l'alimentation. Donc, surtout, on va les retrouver, le LDL va monter dans le sang quand il y a une consommation de gras saturés de façon importante. Donc, en limitant les gras saturés dans l'alimentation, on a un effet positif sur notre contrôle de LDL dans le sang. Le HDL, on va aussi trouver une amélioration par rapport à certains paramètres de l'alimentation. Donc, on va pouvoir aller trouver des bons gras dans l'alimentation qui proviennent souvent de sources d'aliments à base de plantes, comme l'avocat, l'huile d'olive, des noix. Et les triglycérides,
si c'est quelque chose qui est élevé ou si on veut les préserver dans la cible. Donc, c'est souvent associé à, oui, la consommation d'alcool, la consommation de sucre dans l'alimentation. Et on peut aussi faire un lien avec le tour de taille. Donc, c'est un autre facteur de risque. Quand on a une accumulation de gras au niveau des organes vitaux, il peut avoir un débalancement des triglycérides. Donc, ce sont les 3 paramètres dans le sang qu'on va contrôler et qui sont associés à différentes habitudes de vie qu'on peut aller chercher. Donc, pourquoi on veut contrôler le profil de cholestérol? Ben, c'est que c'est directement associé au blocage dans les vaisseaux. Donc, si on contrôle le cholestérol, on a une meilleure prise en charge de la maladie athérosclérotique, donc la maladie qui vient boucher les artères. Les cibles maintenant, si vous passez une prise de sang, que vous pouvez demander en fait les résultats, votre équipe de réadaptation va aussi vous les indiquer dans votre profil cardiovasculaire. Mais sachez que les cibles peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Informez-vous à votre équipe de soins, à votre médecin traitant. Mais de façon générale, les cibles, si on a une maladie cardiaque, les cibles vont être de viser un LDL en bas de 1,8, un HDL, donc le bon cholestérol, plus haut que 1,3 et les triglycérides en bas de 1,7. L'autre facteur qu'on a vu tout à l'heure, c'est la glycémie élevée. Donc, c'est un taux de sucre élevé dans le sang qui est associé au prédiabète et au diabète. Hein, ça se peut que votre médecin vous ait passé des prises de sang puis vous ait dit « Oh, on est limite sur la glycémie, on va surveiller ça. » Bien, ça, on peut considérer ça comme un prédiabète ou ça se peut que vous ayez un diagnostic de diabète qui est fait aussi. La raison pour laquelle c'est un facteur de risque, bien, ça participe à ce que les artères se retrouvent endommagées. Ça affecte aussi les différents nerfs du corps. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on a une glycémie élevée, on a plus de processus d'inflammation dans notre corps et ça peut contribuer à ce que les artères se bouchent et soient endommagées plus facilement. Maintenant, les cibles, si on passe une prise de sang pour voir votre taux de sucre dans le sang, si vous n'avez pas de diagnostic de diabète, on va valider l'hémoglobine glyquée. On va s'assurer que la cible est en bas de 6 %. Si vous vivez déjà avec un diabète, la cible d'un bon contrôle de diabète va être plutôt de viser une hémoglobine glyquée. Donc ça, c'est la moyenne, en fait, si on peut dire, des glycémies du taux de sucre dans les 3 derniers mois. Okay? Fait qu'on va viser, si vous vivez avec un diabète, d'avoir une hémoglobine glyquée en bas de 7 %. Encore là, ceux qui ont un diabète de type 2, les cibles pour vos glycémies à la maison. Donc, si vous prenez vos glycémies avec un glucomètre, à la maison, à jeun, on va viser entre 4 et 7 et 2 heures après un repas, entre 5 et 10. Ça, c'est pour considérer que vous avez un bon contrôle du diabète. Si jamais dans votre sang, on voit que l'hémoglobine glyquée, donc la moyenne, n'est pas en bas de 7 %, on va être un petit peu plus agressif dans les cibles. On va être plus vers le à jeun 4 à 5,5 et 2 heures après un repas, on va viser entre 5 et 8. De façon générale, on va y aller avec les premières cibles, mais encore là, chaque personne peut avoir des cibles différentes selon le suivi avec son médecin traitant. Donc, assurez-vous de bien connaître vos cibles, puis les façons que vous pouvez y atteindre. La haute pression, donc l'hypertension artérielle, c'est en fait la force que de la circulation du sang sur les artères, sur la paroi des artères. Quand on prend la pression artérielle, on voit qu'il y a 2 chiffres, 2 mesures. La première, c'est la pression systolique. Ça, c'est la pression quand votre cœur est en train de se contracter. Donc, quand votre cœur, qui est une pompe, est en train de faire son action de se contracter pour pomper le sang. Fait que la pression est plus élevée. Fait que le premier chiffre est toujours plus haut.
La diastolique, ça, c'est la pression qu'il y a quand votre cœur est en train de se relâcher pour faire remplir le sang à l'intérieur. Donc, le chiffre, c'est pour ça qu'il est généralement plus bas. Le troisième chiffre que vous allez voir sur votre machine, généralement, c'est la fréquence cardiaque, votre pulsation cardiaque. Donc, quand on vous demande votre pression artérielle, c'est surtout les deux premiers chiffres. Ce facteur-là, c'est un facteur important des maladies cardiovasculaires et c'est un des facteurs les plus importants pour la prévention de l'AVC. Bon, l'hypertension artérielle, c'est important sur plusieurs aspects. Donc, ça endommage la paroi des artères. Ça a aussi un effet négatif sur les reins et ça fait travailler le cœur plus fort. Donc, à chaque fois que le cœur se contracte pour pomper le sang, c'est comme s'il doit travailler beaucoup plus fort si la pression elle est trop élevée. Fait qu'à chaque battement, puis ça, il y en a beaucoup dans une journée des battements, fait que si à chaque fois que le cœur se contracte, c'est un effort qui est trop important, mais ça peut fragiliser, ça peut fatiguer votre cœur. Les cibles à atteindre, c'est à la maison, de façon générale, de viser en bas de 135 sur 85. Puis quand on parle à la maison, c'est vraiment dans un environnement où vous êtes calme, où vous êtes assis bien à côté sur le dossier de votre chaise, les deux pieds bien à plat au sol, et que vous prenez 2 mesures. Si vous voulez avoir des questions sur la bonne façon de prendre votre pression artérielle à la maison, parlez-en à votre équipe de réadaptation au programme PREV et on pourra vous donner les ressources avec une feuille pour savoir les différentes étapes pour s'assurer que vous avez des mesures qui sont fiables. Si vous avez un diabète ou une insuffisance rénale, on va être un petit peu plus agressif dans les cibles. Ça va être de viser plutôt moins de 130 sur 80. Encore là, suivez les cibles qui sont recommandées pour vous par votre médecin. Le tour de taille élevé. Pourquoi on parle de ça? Puis vous constaterez qu'on ne parle pas du poids sur la balance, vraiment pas. Maintenant, on sait que le risque de maladie cardiaque va être associé à la graisse qu'il y a autour des organes vitaux. Donc, c'est pour ça que le tour de taille va être une façon indirecte de mesurer la graisse, le gras qui est au niveau de vos organes vitaux. Ça augmente l'inflammation dans notre corps, ça débalance ce qu'on appelle notre système métabolique. Donc, on parlait des différents lipides qu'on a dans notre sang, de la glycémie. Bien souvent, l'excès de graisse au niveau des organes vitaux va débalancer ces aspects-là. Donc, ça va être associé à plus, comme j'ai mentionné, d'inflammation, de glycémie plus difficile à contrôler, des triglycérides plus élevés, le bon cholestérol à baisser. Donc, cette mesure-là est une façon d'améliorer globalement votre profil qu'on appelle métabolique. Les cibles, ça dépend beaucoup du sexe et de l'appartenance ethnique. De façon globale au Canada, on parle pour les hommes d'un risque qui est plus élevé en haut de 102 cm. On va tout de même viser, pour optimiser là, le risque cardiovasculaire, on va viser un tour de taille en bas de 94 cm parce que le risque est plus accru à ce moment-là. Pour les femmes, c'est 80 cm, on va viser en bas de ça et le risque va être beaucoup plus élevé en haut de 88 cm. Avant de passer à ce facteur-là, on parlait juste avant du tour de taille élevé et des cibles qui sont associées, qui peuvent varier selon notre sexe, l'origine ethnique. Sachez aussi que même si vous n'avez pas la cible tout de suite, même si vous ne l'atteignez pas nécessairement immédiatement, le fait de diminuer le tour de taille, donc de 1, 2, 3 cm, a un effet positif là, sur votre risque cardiovasculaire, même si vous n'avez pas encore atteint la cible. Maintenant, pour le facteur, ici, on parle du stress, dépression, mauvais sommeil.
Le stress chronique impose une charge supplémentaire à votre cœur et ça l'amène aussi à un risque cardiovasculaire. On parle vraiment de stress chronique. Donc, pas une journée, on est stressé pour un événement ou on a eu peur, on a été stressé de façon temporaire sur quelque chose, mais on parle vraiment d'un stress qui est présent constamment et de façon répétée. Les cibles, il n'y a pas de cible en chiffres, mais puis ça ne veut pas dire de dire qu'on veut complètement éliminer le stress parce que des sources de stress, il va en avoir tout le temps. On ne peut pas les empêcher d'être là, mais ça va être de développer des stratégies pour gérer ce stress-là, de prendre soin de votre santé mentale et de la qualité de votre sommeil. Parce que oui, on parle du stress, dépression, mais le mauvais sommeil, indépendamment, est associé à un plus grand risque de crise cardiaque et d'AVC. Quand on parle de mauvais sommeil, ça peut être, oui, les gens qui ont de la difficulté à s'endormir, qui vont se réveiller pendant la nuit, mais ceux aussi qui se réveillent le matin en n'ayant pas l'impression d'être reposés. Il y a une condition de santé qui s'appelle l'apnée du sommeil, qui aussi affecte la qualité du sommeil et qui est associée à un plus grand risque d'AVC, de crise cardiaque. Donc, si vous doutez de la qualité de votre sommeil, c'est important d'en parler à votre médecin traitant ou même à votre équipe de réadaptation cardiaque. On va pouvoir vous diriger vers les bonnes ressources et voir avec vous qu'est-ce qui pourrait contribuer à cette affectation-là de votre sommeil. L'alcool et le tabac, on parle de fumer ou vapoter, c'est directement là, le tabac endommage les artères. À chaque fois qu'on fume une cigarette ou on consomme du tabac, ça vient endommager le mur, la paroi de vos artères, ça fait travailler votre cœur plus fort. Puis quand on parle d'endommager la paroi des artères, ben pensez à ce que le corps, il laisse pas ça endommager, lui, il veut le réparer. Fait qu'au même titre que quand on se blesse, notre corps a un système de défense qui vient réparer ce qui est endommagé. Et si vous êtes toujours en processus, en état où vos artères sont endommagées, vous êtes toujours en processus de réparation, c'est là où il vient avoir de l'inflammation, puis ça vient épaissir l'intérieur de vos vaisseaux pour venir éventuellement les obstruer. L'alcool, c'est aussi associé à de nombreux problèmes de santé. Fait que la cible, c'est de minimiser l'alcool que vous buvez. Et au niveau du tabac, c'est de cesser complètement, en fait, la cible. D'éviter la fumée secondaire. Le vapotage aussi est préférable à cesser. Par contre, si le vapotage fait partie de vos stratégies vers l'arrêt de tabac, c'est vraiment de suivre, d'être bien encadré à ce niveau-là, soit avec votre pharmacie communautaire, avec votre médecin traitant ou votre équipe de réadaptation, pour s'assurer que vous avez les bonnes étapes à ce moment-là. Là, on a vu les facteurs de risque modifiables qui sont plus traditionnels, qui sont connus depuis de très, très, très nombreuses années. Les facteurs de risque cardiovasculaires qu'on appelle émergents, qui sont connus maintenant dans la science, mais depuis moins longtemps, en fait. Fait que je vous en ai mentionné tout d'abord l'apnée du sommeil. C'est en fait d'arrêter de respirer pendant qu'on dort. Les symptômes, souvent, vont être que quelqu'un vous dit que vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil, qui constate ça de façon transitoire, là, de façon sur une courte période, mais plusieurs fois dans la nuit. On peut vous dire que vous ronflez là, vraiment de façon excessive aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de vous réveiller le matin puis avoir l'impression de ne pas être reposé du tout. D'avoir dans la journée des épisodes fréquents où vous avez de la somnolence. Vous sentez là, que c'est incontrôlable, vous avez de la somnolence, vous ne vous sentez pas énergique, vous n'avez pas l'impression d'avoir de l'énergie nécessaire pour faire votre journée. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'apnée du sommeil si vous avez ces différents signes et symptômes-là, mais ça vaut vraiment la peine de voir si un dépistage serait nécessaire parce qu'il y a des solutions pour corriger ça et ça a un impact vraiment favorable sur votre santé globale future.
D'autres facteurs de risque, on parle maintenant de cancer. Les déterminants sociaux de la santé sont affectés aussi, peuvent avoir un impact sur le risque cardiovasculaire. Les gens qui vont avoir des statuts socio-économiques un peu moins élevés ça va être associé à une situation cardiovasculaire qui va être plus faible. Les maladies auto-immunes, une santé frêle et certaines régions, certains endroits où la pollution de l'air va être plus importante. Les facteurs qui augmentent le risque pour les femmes de maladies cardiaques. On parle d'antécédents de complications de grossesse, de ménopause précoce. Donc, quand on parle de ménopause précoce, on parle d'avant 40 ans. Le syndrome des ovaires polykystiques et des troubles inflammatoires systémiques et maladies auto-immunes comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde font aussi partie des facteurs de risque de la maladie cardiaque. Il y a certains facteurs de risque qu'on a vus tout à l'heure qui sont plus fréquents où l'impact va être plus grave, plus important chez les femmes. L'inactivité physique, on l'a vu, le faible statut socio-économique, le diabète, le tabac, puis des taux plus élevés de dépression. Et ça, c'est des facteurs de risque qui vont être plus fréquents chez les femmes. Mais on sait aussi que les femmes qui vont fumer des cigarettes vont être 3 fois plus susceptibles d'avoir une crise cardiaque que les hommes qui fument. Fait que oui, les hommes vont être autant à risque, vont aussi avoir le tabac comme facteur de risque, mais on constate que les femmes qui ont ce facteur de risque-là vont être 3 fois plus susceptibles d'avoir un événement. Même chose pour le diabète. Donc, les femmes qui vont avoir un diabète vont être 3 fois plus susceptibles de mourir d'une maladie cardiaque que les hommes qui vivent avec un diabète. Maintenant qu'on a identifié les facteurs de risque, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, il y a différents comportements de santé qui permettent de contrôler tous ces facteurs-là. Donc, on a tout d'abord de prendre ces médicaments. Parce que ce n'est pas des médicaments que vous allez nécessairement ressentir directement comme une Tylenol qu'on va prendre si on a mal à la tête, mais ce sont des médicaments qui vont aller directement contrôler les facteurs qui prédisposent à ce que la maladie cardiaque se développe. Les médicaments, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait du mauvais cholestérol. Par contre, la semaine prochaine, on va vraiment prendre le temps de regarder ce thème-là et d'identifier les différentes classes de médicaments qui sont associés au traitement de la maladie cardiaque. Être active, on a parlé de l'inactivité physique. Être active, c'est un comportement de santé qui va renverser ça. De manger sainement. On a vu là, brièvement tout à l'heure que ça avait un impact, oui, sur le taux de cholestérol, mais sur d'autres aspects aussi des facteurs de risque qu'on va voir dans les prochaines semaines aussi. Prendre soin de sa santé mentale et bien dormir. C'est facile de dire ça en soi, mais sachez que au fur et à mesure, dans les 12 semaines du programme d'enseignement, ça aussi, ce thème-là va être abordé avec les différentes stratégies qui vont pouvoir être concrètes pour vous. Éviter le tabac et minimiser l'alcool. Fait que si on aborde là, vraiment ces différents comportements de santé-là, ils vont tous là, avoir un effet direct sur votre risque cardiovasculaire. Sachez que des petits changements peuvent faire une grande différence. Là, on a fait le tour de c'est quoi tous les facteurs de risque. Maintenant, c'est de voir lesquels vous concernent et ressortent le plus de façon importante. Et chaque petite action va faire une grande différence. Donc, il faut juste partir de quelque part et faire un pas à la fois puis s'assurer qu'on développe tranquillement ces actions-là pour que ça soit solide et que ça perdure longtemps dans votre vie. Maintenant, de quelle manière vous pouvez prendre action? Bien, c'est vraiment de parler de vos facteurs de risque à votre médecin ou à votre équipe de réadaptation cardiaque. De lire l'aide-mémoire pour contrôler vos facteurs de risque.
de créer un plan d'action. Puis sachez que notre mission là, en réadaptation cardiaque, c'est de vous outiller pour contrôler ces facteurs-là. Fait qu'on est vraiment là pour vous aider. Puis les professionnels de la santé qui sont là dans l'équipe sont aussi là pour vous aider là-dedans. L'aide-mémoire que je viens de mentionner se retrouve sur le site du programme PREV. On peut vous le remettre aussi en papier si vous le souhaitez, juste à demander à votre professionnel au PREV. Donc, l'adresse internet, c'est le 6ca.com/PREV. Vous allez aller chercher dans le programme d'enseignement, le guide d'enseignement, et il y a une section qui va être les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez l'outil pour voir, premièrement, c'est quoi vos facteurs de risque à améliorer, ceux que vous souhaitez aussi en priorité, les comportements de santé qui vont vous aider à améliorer ces facteurs-là. Puis après ça, de décortiquer à chaque semaine, c'est quoi votre plan précis. Parce qu'on ne peut pas tout changer en même temps. Des fois, ça vient lourd, puis ça vient difficile de solidifier tout en même temps. Fait que de vous faire un plan d'action à chaque semaine, c'est une stratégie qui permet d'avancer là, plus graduellement dans ce processus-là. Pour plus d'informations, vous pouvez encore aller sur le Cardiaque Collège pour femmes, dans la section Traiter les maladies cardiaques. Vous allez voir d'autres ressources, d'autres vidéos, d'autres ressources écrites qui pourront vous guider là-dedans. Vous pouvez aussi regarder la série vidéo Santé cardiaque pour les femmes par des femmes. C'est fait par des experts là, femmes au programme PREV. Donc, les différentes vidéos qui sont associées au thème cette semaine, donc connaissez-vous vos facteurs de risque, protégez votre cœur, l'entraide au féminin, l'alcool et le cœur des femmes, les maladies auto-immunes chez les femmes et l'usage du tabac chez les femmes, laissons le jugement de côté, il est difficile d'arrêter de fumer. Donc, vous pouvez retrouver ces vidéos-là, qui durent environ 1 ou 2 minutes pour aller en apprendre plus sur ces thèmes-là. Encore là, c'est un thème qui contient beaucoup d'informations, mais sachez que vous avez toute votre vie, tout votre processus de réadaptation cardiovasculaire, puis de maintien par la suite pour prendre contrôle de ça. Fait que de commencer à quelque part, c'est vraiment de bien identifier vos facteurs et de revenir sur ce sujet-là s'il y a des choses qui ne sont pas claires et sachez que d'interpeller votre équipe, présentement, c'est vraiment là où l'opportunité se place là, pour vous guider là-dedans. La semaine prochaine, comme j'ai mentionné, on va parler des médicaments. Donc, on va toucher un des comportements de santé qui vont permettre d'améliorer la protection cardiaque. Donc, de prendre ces médicaments, on va vraiment faire le tour avec vous des différentes classes et de la manière dont on peut intégrer ça plus facilement dans notre mode de vie.